Hollande is back. On a appris dans Le Monde récemment que les macronistes et le Parti socialiste voyaient pour une candidature de François Hollande pour 2027. Je suis pas peu fier parce que c'est vrai que ça fait des mois que je suis dissident du sein graphique dans les lectures et que je dis... alors ça peut être Boris Vallaud qui se présente pour le PS, mais ça peut aussi être Hollande pour la simple et bonne raison que Hollande est un génie de la politique et qui peut savoir se placer, même s'il part avec un handicap. Il y a des gars comme ça, tu leur mets un handicap, mais ils sont tellement bons en fait qu'ils dépassent un peu les tendances matérielles qu'il devrait y avoir, quoi. Et du coup, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec à la fois un papier du Monde, un short d'Hollande et puis une interview magnifique chez Apolline de Malherbe où on voit Hollande faire de la politique, de la grande politique. Si vous avez aimé la capsule avec Patrick Canner, sénateur socialiste proche d'Hollande, qui faisait de la politique à merveille, des coups bas, des coups un petit peu de mafieux, vous allez apprécier cette capsule parce que là, c'est la même chose mais fait par le maître et on va voir tout ça avec Chris qui est notre solférinologue ultime de la Pas du Team. Ouais, salut à tous. C'est très intéressant ce qui se passe. Je rebondis sur ce que tu as dit sur la capacité d'Hollande. Au-delà de ses coups politiques, on avait dit que ce serait possible pour lui s'il y avait une crise. On avait dit s'il y avait un attentat, effectivement, comme c'est le président des attentats, il pourrait reprendre la main sur un Vallaud, un peu moins entaché par le passif. Voilà. Mais dans le cadre d'une crise, attentat, violence, etc., ben son passif devient un capital, quoi, une expérience, tu vois. Et donc là, on se retrouve à ce que lui fasse de cet événement-là une crise fondamentale où justement il peut prendre la main avec son capital de pacificateur, de gens qui a géré de la violence, qui a géré tout ça, etc. Et donc, bah voilà, une crise est là, lui il la sent, et hop, il s'engouffre dedans. Et donc, il peut doubler tout le monde comme ça pour recapitaliser, pour être cette fameuse deuxième gauche. Voilà, donc c'est du grand art, quoi. C'est du Hollande. Ouais, on va commencer juste par cet article. On va lire le résumé. Info Le Monde, socialiste et macroniste préparent la candidature de Hollande pour 2027. Après la catastrophique performance de Raphaël Glucksmann sur LCI et son mutisme depuis, le PS semble donc abandonner ce dernier au profit de l'ancien président de la République. Une hypothèse qui n'est pas rejetée par la Macronie, qui verrait bien Hollande comme candidat de dernier secours de l'arc républicain. Ça, c'est trop drôle parce qu'ils disent que c'est parce que Glucksmann s'est chié sur LCI. Alors, enfin, genre, imaginez la politique, ça tient pas à une performance sur un truc. En fait, Glucksmann, on le dit depuis le début, il est envoyé, justement, mis en avant par des gens du PS pour servir de faire valoir et de fusible au moindre choc. Parce que comme ça permet d'avoir quelqu'un en éclaireur, de voir si la ligne marche. Et si la ligne marche, ils mettent un gars à eux, un gars qui est vraiment dans le parti, parce qu'on rappelle que Raphaël Glucksmann est dans Place Publique, qui représente un député, maintenant deux à l'Assemblée nationale, Sacha Houlié et Aurélien Rousseau, deux ex-macronistes, et que c'est pas ça qui lui permet de peser dans les bisbilles politiques, quoi. Et donc depuis le début, ils veulent mettre quelqu'un du PS, et Hollande semble bien placé pour faire le lien entre macronistes et PS, d'autant plus que les macronistes, si on s'en souvient bien, Macron vient du PS. Donc en fait, c'est un peu le retour après 10 ans de droitisation à la maison pour Macron. Macron voyant qu'à force de se droitiser, il n'a plus rien à gagner à droite. Les gens préféreront toujours un Retailleau à un Macron s'ils veulent voter à droite, ils préféreront toujours Le Pen à Macron s'ils veulent voter à droite. Et donc le seul espace qui reste, c'est de revenir dans une alliance avec le Parti Socialiste pour essayer de refaire comme en 2017, apparaître comme un espèce de centre un peu gauche, progressiste sur les valeurs, ou en tout cas moins raciste que le reste, et sur le plan de l'économie, dans l'économie de marché, néolibérale, qui veut repousser l'âge de la retraite parce qu'on est obligé, parce que there is no alternative ou des choses comme ça, et qui serait au-dessus du clivage gauche-droite. Et c'est super intéressant parce que ça apparaît maintenant, et le génie d'Hollande, c'est de venir faire cette interview chez Apolline de Malherbe qu'on va vous montrer, parce que pour apparaître au-dessus du clivage gauche-droite, il faut qu'il y ait un clivage gauche-droite qui soit plutôt mal vu par la population générale. Et donc lui, il arrive au moment où il y a la mort de Quentin, où on a l'impression que l'extrême gauche et l'extrême droite se battent entre eux, font des bagarres de rue, des trucs qui ne sont pas sérieux. Et lui, il arrive en disant « Moi, je suis sérieux, j'ai géré pendant des attentats, je suis un grand président, et donc je viens me poser comme tel. » Et c'est incroyable parce que vraiment, tu vois qu'il arrive comme un cheveu sur la soupe et il commence son retour avec un short, ce qu'il fait jamais, mais là, il arrive en faisant un short sur son Twitter. Putain, comme ça, mais regarde-moi ce banger, quoi. Ah ouais, non, mais c'est... Ce qui s'est passé à Lyon avec l'assassinat de Quentin de Ranc crée une émotion dans tout le pays. Il ne s'agit pas ici de défendre quelque idée que ce soit, mais nul ne doit mourir parce qu'il défend une cause, même si ce n'est pas la nôtre. Et c'est cette violence politique. Mais c'est incroyable, tu vois, c'est la violence. Mais en plus, c'est fort, tu sais, c'est filmé comme si c'était filmé au téléphone, alors que c'est évident que c'est avec une caméra à 5000 balles et tout. Non, mais
ça, c'est vraiment, t'as jamais vu la série Baron Noir, mais là, c'est du Benzerki, là. C'est vraiment, dans Baron Noir, t'as des espèces de faux trucs comme ça, parce qu'ils jouent sur les réseaux sociaux, surtout dans l'add-on, la fièvre, etc. Ils sont à fond là-dessus, et t'as des espèces de faux shorts comme ça dans la série pour te donner l'impression que c'est du réel, et là, t'y es complètement. C'est exactement cette esthétique-là. Là, c'est vraiment, ils jouent le jeu de Baron Noir, j'arrive, je sauve, etc. J'ouvre une voie. Enfin, c'était vraiment de la politique de haut niveau, quoi. Non, mais en plus, c'est toi qui me l'as fait remarquer, mais en plus, il a perdu du poids comme en 2011 avant l'élection présidentielle. Le mec, il a fondu en 3 jours et tout. Il s'est dit, je jeûne pour faire une sèche. Vous savez, comme en MMA, avant la pesée, les mecs, ils perdent 8-10 kilos comme ça en faisant du hammam, en faisant des bains chauds, en arrêtant de bouffer pendant 3 jours. Bah, lui, il a fait ça quand il a appris la mort de Quentin de Ranc. On l'a appelé comme ça. On lui a dit, il y a un gars qui est mort. D'extrême droite. Il y a potentiellement des assistants parlementaires de Raphaël Arnaud. En plus, lui, il a peut-être les vraies infos un peu qui viennent de ses réseaux, moitié judiciaires et tout, pour savoir qu'il est sûr qu'il y a des gens en lien avec Raphaël Arnaud qui sont dans la bagarre. Et il arrive et il se pose comme tel. Après 3 jours à avoir perdu du poids, il va rebouffer juste après la vidéo. En fait, il va reprendre le poids après, tu vois. Ah, il va faire une petite côte de bœuf, beurre, maître d'hôtel, tu vois, histoire de... Non, moi je pense qu'il va garder sa sèche jusqu'à l'élection. Hein. Ça y est, il est parti là. C'est fini là. C'est brocoli vapeur. Julie, faut que tu surveilles quoi. Ouais, non, c'est vraiment un coup. Là, il sent le truc. Et je dis, Hollande, c'est le cochon truffier de la politique. Tu vois ce que je veux dire, Padu? C'est un gars. Il sent la truffe mieux que tous les autres cochons. Il sent les coups politiques. Il sent les moments politiques. Il sent quand une actualité, un fait divers est un tournant politique possible. C'est le cochon truffier de la politique. Donc, je vous le dis, quand il s'arrête dans la forêt pour renifler un truc, les gars, vous pouvez pas mépriser ce qu'il fait. C'est qu'il y a quelque chose, il y a un paquet d'oseille sous terre là. Voilà. Et là, il sent le truc et il joue sa carte, il incarne le truc de Dédé, si on laisse, et là c'est un peu l'alerte noisette, mais c'est aussi la façon de prendre l'hégémonie à gauche. Si on laisse cette gauche-là au pouvoir, ça va être des batailles de rue, ça va être voilà. Donc moi, je suis un peu la gauche, je vais incarner la gauche de Macron, mais en même temps, je veux pas incarner la gauche FI. Et donc, je vais... Tout l'intérêt de mettre la gauche à l'extrême gauche, de mettre... et en plus, on voit que c'est avec les macronistes, tu vois. Et d'où l'intérêt de dire la France insoumise, c'est l'extrême gauche. Regardez, ils font des bagarres, moi je suis la gauche. C'est une technique dans l'espace politique, mais qui est utilisée en manif. Là, la FI est en train de se faire nasser. Voilà, c'est en train de se faire nasser dans l'extrême gauche. D'abord, il y a eu cette décision un peu arbitraire, et maintenant... Mais tu l'avais dit, Laurent Nunez est un ancien du PS. Moi, j'avais pas cette info. Toi, tu avais l'info qui change tout. Hein. Voilà, c'est ça. Donc d'abord, tu les classes à l'extrême gauche, tu les sépares de la gauche, et voilà. Ils ont bien fait de protester la FI, et maintenant, tout le récit, Macron l'a fait, on l'a vu dans notre capsule, etc., ça va être de prouver que c'est l'extrême gauche. Donc maintenant, tous les événements flous, supposés, réels, etc., vont aller dans l'histoire de ce récit. Il faut absolument que la FI sorte de cette nasse. Là, ils sont en train de se faire nasser, et le roi du nassage, c'est Hollande, là, il est en train de dire « Oh là là, mais ça, c'est les éléments perturbateurs. Nous, on est une gauche pacifique, etc. » Et dans la moïsation, comme on le rappelle, la moïsation, c'est des effets de bloc. Il y aura un bloc droite et un bloc gauche. C'est la disparition du bloc confus, central, bourgeois, etc., rouge-brun et tout. Le bloc droit est constitué. Voilà, maintenant, c'est plus qu'une affaire de personne. Le bloc gauche manque d'une hégémonie totale. Dans les reliquats du macronisme, il y aura des gens à gauche. La question, c'est qui va prendre l'hégémonie? Et pour ça, c'est la présidentielle qui va en décider. Est-ce que c'est la gauche de rupture? Parce que n'oublions pas un truc, la gauche de rupture a pris l'hégémonie tant que Macron était là. La question, c'est est-ce qu'elle va garder cette hégémonie une fois que Macron aura disparu, ou est-ce que ça va être un autre bloc de gauche qui va réapparaître? Et donc, Hollande joue la carte de ça, et toute l'extrême gauche et le nassage dans lequel la FI est pris, c'est justement de se faire nasser dans cet espace-là. Il faut vraiment que la FI s'en sorte, sinon... ils ne seront que le faire-valoir de François Hollande. Le vrai risque, c'est de revenir, et c'est incarné là, comme en 2012, avec une gauche plurielle, là, un groupe de gauche autour de Hollande, qui fasse plus que Mélenchon, qui avait fait entre 12 et 13 en 2012. Voilà. Le risque, c'est de revenir à cette situation pré-macronienne. Il ne faut absolument pas qu'on reste dans cette nasse. Mais c'est ça que comprennent pas certains gauchistes un peu qui se foutent de sa gueule sur Twitter en disant il va faire 2%. Il va pas faire 2% le frérot, hein. S'il y va, il fera pas 2%. Et le truc, c'est que si le PS était mort, c'est parce que les gens qui votaient PS votaient Macron. Quand il n'y aura plus Macron, les gens qui voteront PS sont pas morts, ils sont toujours là. Donc il faudra qu'ils trouvent un débouché.
Non, Et mais- les gens qui votaient Macron en se disant un peu branche Attal, Sacha Houlier, un peu macroniste de centre-gauche, ils vont pas aller voter Retailleau demain, s'il y a Hollande. Ils vont aller voter Hollande, en fait. Donc vous avez sur le bloc Macron, 15-20% de personnes, vous avez peut-être 10% de personnes qui vont aller voter PS. Donc si le PS arrive à capter 5-6% de noisettes, en fait, ils vont faire 16%. C'est ça. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Et donc, face à ça, il faut que Mélenchon il fasse au moins 16% s'il veut pouvoir passer. Et il peut se faire baiser et que Hollande, avec des coups politiques comme ça, bien joués, avec l'aide des médias, évidemment, il peut très bien arriver à faire 18% et que Mélenchon en fasse 14%, quoi. Le risque est vraiment là parce qu'on là, on sera à poil, quoi. Et j'ai juste envie de dire qu'il profite aussi d'un truc un peu bâtard, mais ils sont pas cons en fait dans les médias et les politiciens, ils profitent un peu du mouvement gazeux. C'est-à-dire que un peu tout le monde peut se dire de la France insoumise et tout, donc s'il suffit de trouver un pélo dans la rue qui dit un truc en disant je suis de la France insoumise, bon des fois en plus c'est des faux gars qu'ils interviewent, mais même quand c'est un vrai gars et puis ils disent Mélenchon pense comme machin qui se dit de la France insoumise, alors que c'est pas du tout un militant, c'est pas un cadre, c'est pas un militant formé, c'est un gars il a pris sa carte avant-hier, tu vois, et ils vont profiter de ça jusqu'au bout. Donc il faut vraiment, je pense là à 1 an des présidentielles, appeler à une sorte de discipline, tu vois, une sorte de discipline parmi les militants de la France insoumise, à faire gaffe à ce qu'on fait. Par exemple, la personne là qui s'est retrouvée sur internet, il y a une personne qui s'est retrouvée à arracher des affiches et qui a dit moi je suis pour la mort de Quentin, tu vois. C'est bien que c'est une vanne, tu vois, c'est un truc comme ça. Sauf qu'en fait tu te retrouves sur le JT de TF1, limite ils balancent ton nom, donc tu te retrouves avec des néo-nazis qui veulent te casser la gueule. Et eux, ils s'en servent pour dire regardez, c'est les insoumis qui veulent ça, tu vois. Et vraiment, il va y avoir des pièges comme ça. Et face à ça, malheureusement, nous, on est plus faibles médiatiquement. On est plus faible dans les relais qu'on peut avoir. Et donc, on doit avoir un regain de discipline, même si, encore une fois, c'est pas toujours faisable. Il faut pas jeter la pierre aux camarades, mais c'est juste faut pas se faire piéger parce que ça met en danger le camarade qui sont piégés et ça met en danger aussi l'alternative de gauche de rupture pour 2027, quoi. C'est la technique de Némésis, mais appliquée au général, c'est de faire dégoupiller les gens et justement de vous pousser à la faute, quoi. Ça va être ça pendant 1 an. Ben oui, tu sais, c'est comme Garrido, elle est passée là encore sur les médias, elle dit oui, Mélenchon, machin, il fait n'importe quoi et tout. Et Mélenchon, enfin je veux dire, il fait peut-être des erreurs actuellement, il y a peut-être des erreurs qui sont faites, c'est pas facile, mais il y a une situation de pression constante. Je vais reprendre encore la phrase de Mélenchon sur Fidèle, Fidèle a fait des erreurs, mais tout le monde n'est pas fidèle. C'est pareil pour Mélenchon, Mélenchon il fait peut-être des erreurs parfois, mais la réalité c'est que quand on te demande de prendre des décisions H24 avec la pression médiatique qu'amplifie toutes les micro-erreurs que tu peux faire, qui va analyser chacun de tes mots, en fait c'est pas possible de faire autrement. Donc ce qu'il faut toujours voir, c'est quel mouvement social il y a derrière Mélenchon. Et c'est ça qui nous intéresse. Et si on soutient Mélenchon, nous c'est pas particulièrement pour Mélenchon, c'est parce qu'il représente un mouvement social progressiste, de ce salariat généralisé, avec des gens qui sont plus racisés, plus féminisés. Et c'est ces gens-là qui peuvent porter une nouvelle société. C'est pas Jean-Luc Mélenchon qui la porte en réalité, c'est ces gens-là. Jean-Luc Mélenchon, c'est juste le porte-parole un petit peu de tout ça, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut pas tomber dans les pièges. Enfin bref, je suis peut-être sans insoumis, mais c'est pour Non, aussi, mais t'as raison. tu vois, parce que c'est un peu facile d'arriver comme Garrido. Garrido, elle a aucune pression. Elle dit de la merde H24, personne la reprend, tu vois. Elle a quand même dit en 2022, les insoumis ont été élus grâce au PS, alors que la campagne 2022 s'appelait Mélenchon Premier ministre, tu vois, aux législatives. Donc c'est n'importe quoi de A à Z. Personne va jamais la reprendre sur BFM TV. Mélenchon, il fait des discours de 2 heures tous les 3 jours, et s'il y a un mot qui sort de ce qu'il a voulu dire ou un truc comme ça, ou même s'il dit un truc qui est faux, tu vois, enfin, ça va être repris en boucle contre lui, et la diabolisation passe par là, quoi. Clairement, ça va être très 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 compliqué et il va falloir faire super gaffe sur la forme. Il va falloir être ultra serein et républicain sur la forme et ultra en rupture sur le fond. Le pire truc qu'il y a à faire, c'est justement de vouloir se recentrer sur le fond tout en radicalisant sur la forme. Ça, c'est vraiment la Ah bah c'est du radicalisme, ça c'est... Ah ouais, non mais... Mais t'as des gars comme ça sur Twitter, ils sont en mode non mais il faudrait que Mélenchon, ils disent un de plus, un de moins, tu vois, enfin genre Mélenchon là, en fait le c'est pas fond et votre la pote. forme en radical, mais bon, tu deviens là tu deviens l'ennemi que ton ennemi préfère, quoi, tu vois. Donc, Bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que il voudrait limite, tu vois, parfois qu'il soit plus radical sur la forme que sur le fond, parce que s'il dit ça sur le fond, en réalité la France insoumise, on sait très bien que c'est pas formé comme une milice pour aller frapper des gens, tu vois, donc s'il disait ça, ça n'aurait aucun sens. Et la radicalité, justement, il doit aller la chercher sur le fond, et que les gens, en fait, voient que s'il est diabolisé, c'est pas parce qu'il appelle à des bagarres ou je sais pas quoi, ce qu'il ne fait pas, tu vois. Il est radicalisé parce qu'il porte un programme socialiste, antiraciste, anti-impérialiste. Mais sur la forme, il doit être propre, tu vois. Et c'est la stratégie de la France insoumise depuis le début. Ça veut pas dire qu'il faut pas être conflictuel. Être conflictuel, on peut le faire proprement. Moi, je trouve que Manuel Bompard est très conflictuel dans ses interviews, mais il fait très peu d'erreurs et il le fait proprement. C'est-à-dire qu'il explique rationnellement les positions. Et ces positions-là, le fait qu'elles soient radicales, ça pousse en fait les journalistes à leur taper dessus et que ça paraisse débile. Par exemple, tu dis il faut arrêter un génocide et on te tape dessus. Et du coup, la
personne un peu normale se dit mais pourquoi est-ce qu'on tape sur un gars qui dit qu'il faut arrêter un génocide, Ouais. tu vois. Et ça, c'est vraiment la meilleure position à avoir, et il faut pas se faire enfermer par les François Hollande et tout dans cette nasse un peu radicoule pour que lui il puisse dire ah bah regardez les groupuscules hooligans qui veulent frapper des gens avec des barres de fer et Jean-Luc Mélenchon, c'est la même chose, quoi. Vraiment, c'est le piège dans lequel on veut enfermer la France insoumise, et chacun a sa part là-dedans. Les cadres de la France insoumise, mais aussi les militants de la France insoumise, et toute personne qui va se dire affiliée, et même qui est juste un électeur comme ça, mais que les gens vont se dire ah bah dans leur entourage c'est un insoumis. Si les gens se disent dans mon entourage c'est un insoumis, et l'insoumis ce qu'il dit c'est il faut brûler vif les fachos, tu vois, ça va pas forcément leur donner envie de voter insoumis, tu vois. C'est ça. Et ça veut pas dire qu'on renonce à l'antifascisme. Ah bah non. Mais c'est il y a une stratégie de masse et de propagande. Mais il y a des choses qui doivent être faites et non dites, et il y a des choses qui doivent être dites et non faites. Ça fait partie du travail de transformation de la société, quoi. Bah, c'est une division du travail militant. C'est pour ça qu'il faudra jamais qu'on jette sous le bus les antifascistes, la jeune garde et tout ça. Ils font un travail. J'avais dit ça dans la première capsule sur eux, j'avais dit le fait qu'ils soient assistants parlementaires, ils devraient pas être là-bas, tu vois. Pas parce que je condamne le fait d'être là-bas et d'être antifasciste, mais justement parce que la division du travail veut que l'antifascisme de terrain qui sert et qui doit être fait ne doit pas pouvoir être reproché à Jean-Luc Mélenchon en disant bah regardez c'est un assistant parlementaire machin, et si on regarde les fiches de paye c'est la France insoumise qui va payer ce gars, et donc c'est Jean-Luc Mélenchon qui le paye, tu vois. Et cette division du travail elle est vraiment importante à comprendre. Il y a des choses que Jean-Luc Mélenchon peut faire que les antifas ne peuvent pas faire, il y a des choses que les antifas peuvent faire que Jean-Luc Mélenchon ne peuvent pas faire, et c'est comme ça qu'on va gagner. Et si Hollande peut commencer à dire Jean-Luc Mélenchon en fait c'est un antifa violent, tu vois, et c'est la même chose, et ben là, il va réussir à enfermer Mélenchon au lieu de faire 16%, de faire un 12% d'extrême gauche. Voilà, alors 12% d'extrême gauche, s'il y a 12% d'extrême gauche dans ce pays, c'est déjà bien en soi, mais ça suffira jamais pour aller chercher un deuxième tour, tu vois. Et le risque, je pense qu'il est vraiment là et qu'il l'a bien senti, et on va le voir dans l'interview qu'il a donnée à Apolline de Malherbe, c'est vraiment la ligne qu'il prend. Déjà, faut se rendre compte, Hollande, il est avant les municipales, il n'a aucun intérêt à sortir là-dedans, normalement, de venir faire une interview. Il a demandé une interview sur BFM TV. Après son short, là. 8h30 du matin, après son short, parce qu'il s'est dit, c'est le bon moment, je vais pouvoir jeter la France insoumise sur le bus, et c'est ce qu'il fait. Alors que vous-même aviez déjà souvent été l'objet d'injures de la part de Jean-Luc Mélenchon, lors des dernières législatives, vous avez été candidat du nouveau Front populaire. Vous aviez dit, ce qui est essentiel, c'est que l'union ait pu se faire. Est-ce que vous le regrettez ? Non. À cette période-là, il y a une dissolution, une menace de l'extrême droite qui pouvait être majoritaire. Il fallait faire un barrage. Ce barrage a été établi à partir d'une ligne qui était le refus de la brutalisation politique. Non, c'est n'importe quoi, il dit n'importe quoi. Il dit le NFP, la ligne, c'était le refus de la brutalisation. Oui, bien sûr, Hollande. Là, il était même pas invité, mais il ment de A à Z. Il ment de A à Z. Il a manipulé, juste pour info, il a manipulé son... Non mais vraiment, il a fait un coup de Trafalgar là, c'est-à-dire qu'il a manipulé sa circo en mettant un prête-nom jusqu'à la dernière minute et en déposant son nom le jour même de liste des dépôts des listes. Ah ouais, il a baisé le game. Tu vois, vraiment, tout le monde a découvert ça en mode c'est François Hollande qui se présente dans cette circo, etc. Vraiment à la dernière minute des oui, puis il est arrivé en mode le moment m'appelle, c'est contre l'extrême droite, blabla et tout. Mais vraiment, mais ce mec est un génie. Je suis désolé, à la fois je le déteste et à la fois ce type est un putain de génie. Tu peux reconnaître du génie sur des gens que tu détestes. Il y a des footballeurs qui sont géniaux et que je déteste, mais voilà, qui te font dégoupiller. Un type comme Sergio Busquets, c'est un génie tactique et en même temps c'est une espèce de connard qui est capable de te faire dégoupiller un match, tu vois. C'est des types qui sont trop forts. Et Hollande, c'est ça. Le pire, c'est Thiago Motta. Tu vois, genre, tu te rappelles de Thiago Motta au PSG, c'est un génie du foot. Mais un type, il te fait dégoupiller. Il sert à ça, ce que tu as dit précédemment. Il sert à te provoquer 90 minutes pour qu'à un moment de... Tiens, je continue mon parallèle. Mélenchon, c'est Zidane. Tu vois, Mélenchon, c'est un Zidane. C'est un type... À un moment, il te sort des trucs, t'es là, tu te dis, tu crois qu'il est fini, il revient. Mais Zidane est un numéro 10 qui a eu plus de 10 cartons rouges dans sa carrière. Tu peux le faire dégoupiller comme Materazzi, comme plein d'autres, etc. C'est comme ça que ses adversaires vont essayer de le baiser pendant un an. C'est en essayant. Mais pourquoi tu vois, Mélenchon est un moins bon stratège que Hollande, mais un bien meilleur interprète de sa stratégie. C'est un génie de l'interprétation. Hollande, c'est l'inverse. Il a zéro charisme, mais par contre, la stratégie, elle est au poil, tu vois. C'est un Didier Deschamps. C'est un type, il connaît le foot par cœur. Il est capable de mettre des coups, des machins, des pressions. Il est pas très élégant, mais il gagne tous les matchs. Il gagne toutes les coupes. Toutes les coupes que Zidane a gagnées, Deschamps, il était là. Tu vois ce que je veux dire? Il est pas brillant, mais c'est un fou furieux. Et en plus, il a de la chatte, comme Didier Deschamps. Donc la chatte à Hollande. La chatte à Hollande. C'est vrai que là, c'est de la chatte. Genre, le gars, il est un peu finito. Là, d'un coup, il y a la mort d'un militant d'extrême droite, il arrive, il sent le truc, il se place. DSK 2011, voilà. Un mois avant les municipales. Voilà. Là, je peux te dire que ça va jouer sur les municipales. Hein.
Donc Mélenchon, c'est Zidane, et Hollande, c'est Deschamps. Et on sait que Zidane va passer après Deschamps en équipe de France. On espère que ce sera pareil pour la France tout court. LFI a manqué à cette ligne, a manqué ensuite à ses engagements, s'est retrouvé dans une posture négative à l'Assemblée nationale, a accusé d'ailleurs les socialistes de ne pas avoir censuré le gouvernement. Eh bien, je considère que la relation avec LFI est terminée. T'as vu comment il inverse le truc? C'est-à-dire qu'il fait croire que c'est le PS qui a été dans la lignée du NFP qui serait contre la brutalisation et que c'est la France Insoumise qui a trahi, alors que les mecs ont voté avec le cornu, ils ont voté le budget de la Sécu, ils ont fait toutes les trahisons. Enfin, tout le monde sait que c'est le PS qui a trahi. Mais là, qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train d'utiliser un moment politique où la fille est dans les cordes pour dire que c'est eux qui se sont mis de côté. Il sait très bien que les noisettes ne vont pas soutenir la France Insoumise, parce que là, déjà, les noisettes ne soutiennent pas trop la France Insoumise. Mais là, dans le choix entre le PS qui apparaît comme non violent et la France Insoumise qui apparaît violent, il met une pression de zinzin sur les noisettes et sur son aile gauche aussi, sur Olivier Faure, qui allait faire l'alliance avec les noisettes et tout ça. Et il dit, maintenant, c'est terminé. Ceux qui revendiquent à la fois d'être la stabilité et à la fois le NFP et son programme, et c'est pour ça qu'on vous dit à la France Insoumise, aller beaucoup plus loin que le programme du NFP, c'est nous au Parti Socialiste. Et là, il est en train de se positionner comme central et de nasser la France Insoumise. Et ils mettent tout le monde sur ce choix-là. Est-ce que vous allez avec la FI ou pas? Voilà. La relation avec LFI est rompue. Pour ce qui me Totalement. concerne, elle est rompue. Pour ce qui vous concerne, la question, c'est aussi les alliances. Pardon de tirer ce fil jusqu'au bout, mais entre vous et LFI, il y a Europe Écologie Les Verts. Est-ce que Europe Écologie Les Verts, qui ne rompt pas, en tout cas pour l'heure, avec LFI, peut continuer à être un partenaire avec vous? C'est aux écologistes d'être clairs. Mais tu vois, il est force à choisir. Là, ils sont noisettes. Vraiment, là, la primaire, elle est très... En fait, ça dépend. On pourrait s'imaginer, si la fille arrive vraiment à se faire nasser, que ça profite aux noisettes. Parce que du coup, les noisettes vont se dire, ah bah nous, on a un peu le même programme, mais on n'est pas violent. Mais on peut aussi imaginer que ça fasse totalement foirer leur primaire, parce que leur primaire, Fort, il a quand même de moins en moins de chances d'avoir un intérêt à aller dans ce bordel, tu vois. Non, mais il va pas y aller. Et donc, que ce soit juste un truc des Verts, et que là, les gens aient vraiment à faire leur choix entre Mélenchon, une gauche qui soutient l'antifascisme, qui est une gauche qui est de rupture radicale, et puis une gauche qui va s'allier avec le macronisme, tu vois. Et c'est possible qu'ils aient aucun espace entre les deux, et que même les électeurs qui étaient un peu pour eux se retrouvent à choisir, parce que, enfin, en vrai, s'il y a une primaire à l'intérieur des Verts et de l'après, avec 3% dans les sondages, je pense que... Enfin, les gens qui veulent voter dans les 3%, au final, ils vont voter Hollande ou Mélenchon. Hein. Ah, mais c'est clair. Non, je te dis, oui, il n'y a plus d'espace. Et là, les noisettes sont en noisettification intensive, tu vois, parce qu'on va leur dire France Insoumise ou pas France Insoumise, et on se retrouve... J'aime pas trop le parallèle, parce que c'est pas la même chose, mais là, on se retrouve un peu dans le 7 octobre, là, ce qu'avait voulu faire Glucksmann, etc., ce qui n'avait pas marché, parce qu'en fait, le 7 octobre, c'était la position de l'humanisme et de la raison, et ne pas soutenir l'arrêt d'Israël, l'empêchement de Netanyahou, et maintenant du côté des pro-génocidaires, etc. Donc, même en 2024, ça a été compliqué. Mais il y avait au tout début ce côté de, regardez, c'est un moyen de rompre la NUPES. Tu te rappelles, c'était un moyen pour eux de rompre la NUPES. Là, c'est un moyen de rompre, même pas la NUPES, c'est un moyen de rompre définitivement les liens avec LFI. Et donc, c'est ce que fait Hollande, et il met tout le monde sous pression là-dessus. Voilà. Les écologistes font partie de la gauche et ont vocation à pouvoir participer à des alliances avec nous aux élections municipales. Pour l'élection présidentielle, j'y reviens. Je considère que la candidature qui doit venir pour la gauche réformiste n'est pas celle de la primaire avec les écologistes. Est-ce clair? Il n'est Il est tellement en train de les baiser. T'as vu les écologistes font alliance avec eux au municipal pour espérer leur primaire. Hein. On le rappelle. Ils font des concessions au Parti Socialiste pour avoir une primaire. Et lui, il dit, les écologistes, font alliance avec nous pour les municipales. Donc il prend l'alliance. Il prend les grosses mairies et il dit, pour ce qui est de la présidentielle, la primaire, c'est quand même pas top. Donc là, il est en train de baiser tout le monde et tout. C'est la folie, quoi. Là, il fait le casse-noix, hein, comme on a prévu. Hein. Il fait le casse-noix et là, il est tellement boosté qu'il va promettre que Jean-Luc Mélenchon ne sera pas au deuxième tour de l'élection présidentielle. toujours tout sauf le RN. Est-ce que vous diriez toujours tout sauf le RN? Non, ce que je dirais, c'est qu'il ne peut pas y avoir, pour les élections qui viennent, quels sont les scrutins qui arrivent? Scrutins municipaux, une élection présidentielle. Pour les scrutins municipaux, il ne peut pas y avoir, au premier tour, c'est déjà établi, au deuxième tour, il ne peut pas y avoir d'alliance entre les socialistes, ou les formations de la gauche réformiste, et LFI.
Là, c'est encore pire. Là, il met des pressions sur les réélections de mairie, justement, de ne pas faire d'alliance avec la FI. C'est-à-dire qu'il crée la ligne politique des deux gauches. Et il va aller au fond. De toute façon, nous, on l'a annoncé. C'est un moyen de gagner pour la FI, mais c'est aussi un moyen de gagner pour cette nouvelle gauche, voilà, d'affronter la France insoumise. Donc c'est une espèce de double jeu, et là, il incarne ça. Nous, on n'est pas surpris, on l'a annoncé depuis le début. Et donc, là, il joue ça, et il dit, mais maintenant, il faut que ça commence dès les municipales. Donc là, il reprend la main sur les municipales, là où il attendait un peu, il l'avait dit, il n'y avait pas eu d'événement, il attendait un peu la main, c'est-à-dire de post-municipal pour voir l'état des forces. Là, il se dit, il y a un événement important, la mort de ce nazi-là, et donc, je vois pas d'autre moyen de le dire, et donc il y a un événement important, donc je vais capitaliser là-dessus pour reprendre la main, même sur le PS au municipal, quoi. Donc Faure est vraiment fini, quoi. Moi, ce qui me fait peur, c'est que là, tu vois, il dit pas d'alliance avec la France insoumise. En fait, il est très clair. Et ce qui me fait peur, c'est que, contrairement à ce que pensent les noisettes, la clarté en politique, ça paye. Et pour moi, dans ce moment politique, la seule personne à avoir été claire, c'est lui. Tu vois. Parce que l'extrême droite a dit non, mais c'est la gauche, ils sont violents. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure que c'est les gens d'extrême droite qui ont attaqué ou au moins participé à la bagarre, tu vois. Donc en fait, qui sont mouillés aussi. Donc l'extrême droite passe pour des gens un peu pro-bagarre. La France insoumise, elle est sur la défensive et puis elle est obligée à la fois de donner un peu des gages, de dire on condamne, machin, on participe un peu à la minute de silence, mais à la fois on soutient la jeune garde. Donc en fait, leur ligne, je pense qu'aux yeux du grand public, c'est pas très très clair. Et le seul gars qui arrive en disant ligne claire, moi je suis président, je suis au-dessus de ça, fin des violences, pas d'alliance avec la France insoumise, c'est François Hollande, tu vois. Et je pense que sur ce moment politique, l'extrême droite a fait le jeu de François Hollande, tu vois. A voulu baiser la fille. Alors, elle a peut-être un peu baisé la fille, mais elle a surtout fait le jeu de François Hollande et de Macron. Je pense pas que la fille, si tu veux, a perdu du terrain. Mais je pense qu'elle a perdu quelque chose d'important, c'est sa capacité à en gagner. Tu vois, il y a un espace sur lequel elle doit gagner du terrain. C'est l'espace des abstentionnistes, c'est l'espace vers l'autre gauche, quoi. Tu vois, l'hégémonie sur l'autre gauche, quoi. Voilà, les noisettes, etc. Et le peuple qui va derrière, les masses populaires qui vont derrière, comme on l'a dit, celles qui votent Jadot, en haut, dans le graphique, voilà. Et elle a perdu cette capacité d'espace-là, et qui s'engouffre dans cet espace-là, c'est Hollande, quoi. Donc, c'est pas problématique de fond pour la FI, mais c'est mal partir pour les municipales déjà, mais encore plus pour les présidentielles, quoi. Mais en fait, c'est pas problématique, ça dépend combien de temps ça dure. En fait, le problème aussi, on l'a déjà dit, le parquet est un organe qui dépend du politique, du ministère. Et la problématique, c'est, là, on voit au fur et à mesure quand même que le parquet sort des trucs. Bon, au début, c'est un assistant parlementaire de Raphaël Arnaud, après c'est deux, après il y a aussi un stagiaire et tout. Moi, je trouve qu'on n'est pas à l'abri, tu vois, qu'une semaine avant les municipales, ils mettent Raphaël Arnaud en garde à vue en disant bah ouais, mais comme il est lié aux gens, il doit savoir des choses, blabla. Et puis que dans 4 mois, il y a un truc qui ressort. Et qu'en fait, ça traîne jusqu'au présidentiel pour qu'après coup, on découvre que c'était une bataille qui condamne un mec qui a donné le dernier coup, je sais pas trop quoi, et que les autres étaient plus ou moins dans une bataille qui est des deux côtés, un peu légitime défense entre guillemets, même si c'est pas comme ça que ça va s'appeler, tu vois. Mais je pense qu'il y en a plein qui vont peut-être prendre 3-4 mois de sursis parce qu'ils ont mis un coup à Quentin, tu vois, et que ça va être dit après l'élection présidentielle, et donc en fait que politiquement le coup sera un peu perdu. Au moins la France insoumise aura été salie par cette histoire. C'est du lawfare. C'est la technique du lawfare, c'est-à-dire que hop, on prend un truc, alors le lawfare des fois c'est complètement faux, ou alors un truc, on amplifie, voilà, et après, t'as juste à laisser la machine médiatique dérouler là-dessus. Tu vois, t'as juste à laisser les médias faire leur truc. Ah on a appris ça, nous les médias neutres, on est obligé de relayer l'info, et puis voilà, t'as la musique. Et après t'as Viktorovitch qui relaie. Voilà, non, mais... et puis t'as la musique après qui dit quand même, la FI sont liés à ces gens-là, c'est leurs députés, c'est les assistants parlementaires, c'est les assistants... Voilà, c'est une musique. Et là, tu dis, c'est cette affaire-là, mais il va y en avoir d'autres. Voilà, donc faut s'y exposer, faut s'y préparer, et faut les anticiper. Surtout quand en plus là, je suis désolé. On peut pas simplement réagir à ça. Il faut un agenda pour les anticiper et les contrer avant que ça arrive, quoi. Bah oui, pour arriver à couper court. Et puis là, ils ont réussi quand même à faire une minute de silence pour un militant néo-nazi. Donc imagine si c'est un truc un petit peu plus neutre, on va dire. Si c'était quelqu'un d'un peu moins... tu verras, les antifas, ils n'iraient pas taper quelqu'un qui n'est pas néo-nazi, tu vois. Mais, non, mais ils arrivent à faire ça avec quelqu'un qui, normalement, il y a 20 ans, aurait été indéfendable, tu vois.
C'est ça, il n'y avait pas à être dans cette minute de silence, voilà, fallait tenir. Et là, là-dessus, bon bah ouais, donc on voit que le truc est un peu K1, mais moi je comprends. Moi hein, je sais que c'est compliqué pour les, Ouais, les cadres, les camarades et tout, qui voient le truc, qui se disent bon, rendre hommage à un mort, machin, et puis qui n'ont pas forcément toutes les informations, mais la problématique c'est le flou que ça donne, tu vois, parce que du coup, bah, quand tu commences à faire la minute de silence, bah du coup, les gens se disent ah bah ça veut dire que en fait, ça rentre dans le logiciel de c'était un random qui s'est fait tabasser pour rien, tu vois, alors qu'en réalité, c'était un militant qui était venu pour taper des gens. C'est quand même pas pareil. Hein. Et ça, c'est vrai que ça crée du flou. Et encore une fois, je dis, la seule personne qui est claire ici, c'est François Hollande. Hein. Et, Ah bah lui, il le sait, hein, il le sait qu'il arrive avec un agenda beaucoup plus clair. Et ça met même mal les noisettes, je te dis, parce que quand t'es là à dire ah mais moi je condamne pas la France Insoumise, tu sais comme Garrido, mais je condamne Mélenchon, mais en fait t'as déjà perdu aussi parce que t'es pour le même programme que la France Insoumise, tu dis que tu condamnes pas les Insoumis, t'as été dans la France Insoumise, t'as côtoyé ces gens-là sur qui maintenant tu craches dessus, enfin ça fait pas sens pour les gens, tu vois. Donc en fait c'est vraiment au PS que ça fait gagner des voix, quoi. Bah c'est ça, et les noisettes, de toute façon, vont avoir une position de noisette. Ils peuvent pas balancer la FI sous le bus, sinon ils n'ont aucun espace politique. S'ils veulent grossir, ils doivent capter des gens insoumis. Donc ils sont obligés de donner un peu des gages que c'est pas bien la violence, voilà, un peu condamné, et en même temps soutenir un peu la FI, donc vraiment une position de noisette. Et tout ça, c'est des positions très floues et qui font avancer justement la ligne de Hollande, qui pour le coup est la ligne la plus claire, quoi. C'est clair. Pour le scrutin présidentiel, tout doit être fait pour que, dans ce qui va être la grande confrontation électorale, la gauche réformiste soit là au rendez-vous et présente au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et Jean-Luc Mélenchon n'y a pas sa place. Hein. Vous n'avez pas répondu. Faut dire. Quoi ? C'est la gauche traître, ça veut dire la gauche réformiste. Hein. Faut bien. Voilà. On rappelle que les réformistes, c'est des gens qui veulent faire la révolution par des réformes. Je suis pas persuadé que le hollandisme révolutionnaire soit une réalité, quoi. On a bien compris le hollandiste réformiste, mais pas le hollandiste révolutionnaire, tu vois. C'est... Oui, surtout le hollandiste social traître. Ouais, c'est ça. Répondu à ma question. Si, je vous réponds à votre question. Non, est-ce qu'au deuxième tour, vous diriez toujours, et pour les élections présidentielles, tout sauf le RN ? Mais au deuxième tour, il n'y aura pas Jean-Luc Mélenchon présent à l'élection. J'en prends ici à la fois la promesse, l'engagement et le pari. Et alors moi, ça me met en sueur, hein, parce que là, je suis pas bien. Là, je vous dis, hein, premier degré, je suis pas bien. Premier degré, connaissant le bonhomme et tout, moi, je suis pas très bien. Je vois un gars qui est sûr de lui, qui a une stratégie, qui arrive avec un truc clair, qui a un appareil de parti derrière lui, qui a des relations, qui a une alliance avec Macron. Enfin, il y a tout un truc qui fait que ce type peut avoir raison, tu vois. C'est une folie parce que là, il dit vraiment un truc, c'est qu'il veut parler aux gens qui ont peur de Mélenchon. Et ça, on en a plein, tu vois. Et les premiers à le faire, c'est les pires traites, là, les Garrido, etc. Donc là, il dit, il y a une gauche. Il essaie de créer une gauche. Des gens, tu sais, des gens, ils votent à gauche tout le temps. Ils s'abstiennent jamais, mais ils sont très dépolitisés. Ils disent, il y a une gauche. Mélenchon fait peur. Et je vous le dis, on peut être à gauche. Et ça, c'est le truc de l'inverse des noisettes. Les noisettes, il faut être unis et tout. Tout le monde comprend que c'est pas possible. Tu vois qu'il y a des différences fondamentales et que voilà. Lui, il dit, on peut être au deuxième tour à gauche sans Mélenchon. Il met tout le monde devant ce choix-là et il dit... C'est le rêve de Ruffin. Hein. Voilà, les gens qui ont peur de Mélenchon, bah vous savez quoi faire. Voilà, c'est ça, tu vois. Il va incarner ça. Il va trouver un débouché d'apparence de gauche pour l'anti-mélenchonisme que la droite, l'extrême droite, les journalistes, etc. vont fabriquer dans l'intérêt de la droite, dans l'intérêt de l'extrême droite. Mais lui, il va y trouver un débouché de gauche. Et ça, attention... Après le post-centre bourgeois de Macron, c'est très dangereux pour la FI. C'est pas une capsule facile à faire, parce que c'est pas une capsule très joyeuse, mais nous, on est dans la tactique politique et on veut faire gagner les choses. On est obligé à un moment donné de dire, attention, le prochain match, là, on n'est pas contre une équipe de seconde division. C'est le Real Madrid, tu vois, qui a 3 Ligues des Champions. Il était peut-être un peu amoindri depuis le départ de Benzema, etc. Mais attention quand même, quoi. Ouais, et puis attends, nous, ça fait depuis des mois qu'on dit la guerre des gauches, qu'on fait la campagne plus jamais PS pour ça, parce qu'on sait que c'est ici que ça se joue. Et d'ailleurs, l'extrême droite, les gens qui ont peur de l'extrême droite, il faut qu'ils militent pour la gauche de rupture, parce que quand on perd des voix dans la gauche de rupture, ça part soit dans l'abstention, soit dans la gauche réformiste, ça part pas à l'extrême droite. Donc vraiment, c'est là que ça se joue. Et ce combat pour rappeler le bilan de ce gars
qui, en termes de violence, d'intervention dans des pays, mais 100 000 fois plus violent que n'importe quel militant de gauche de rupture, et c'est le moins qu'on puisse dire, quoi. Enfin, c'est quand même sous lui que Rémi Fraisse est mort tué par une grenade. Enfin, c'est quand même sous lui que les lois permis de tuer sont passées. C'est quand même sous lui qu'il y a eu l'intervention au Mali. Enfin, voilà, il y a eu plein de choses beaucoup plus violentes que la moindre bagarre entre des antifas et des gens d'extrême droite qui sont même pas pilotés par la France Insoumise, quoi. Ouais, c'est clair. On passe à un autre extrait, vous allez voir, vraiment, mais... Enfin, on se croirait, mais que tu dis dans Baron Noir, mais on croirait que tous les éléments ont été pensés dans l'interview et qu'Apolline de Malherbe, elle lui pose les bonnes questions pour qu'il récite la soupe, quoi. Alors, je sais pas si c'est le cas, c'est possible que ce soit le cas, tu vois, mais c'est possible aussi que lui, il arrive à manipuler un peu l'entretien parce qu'il a de l'expérience, tu vois. Ouais, c'est sûr. LFI contre RN, ou est-ce que ni l'un ni l'autre? Mais ça ne se produira pas, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, c'est que c'est ce que Mélenchon veut installer le seul débat possible. Vous n'auriez pas le choix. Ce serait ou la gauche radicale ou l'extrême droite. Eh bien, ça ne sera, j'espère, ni l'un ni l'autre, mais en tout cas, ce ne sera pas ce combat-là. Pour battre l'extrême droite, car je suis toujours... C'est marrant qu'ils disent la gauche radicale, là. En vrai, je pense vraiment qu'ils sont habitués parce qu'ils le savent au fond que c'est pas une extrême gauche, parce qu'en plus c'est quand même quelqu'un qui a de la culture même des partis trotskistes, maoïstes des années 70, mais tu vas voir qu'ils vont se réhabituer à dire l'extrême gauche. Ils vont se réhabituer vraiment à dire ça. Ce qui a été un vocable d'ailleurs au début utilisé par Frontière, par vraiment l'extrême droite pour dire Mélenchon c'est l'extrême gauche et qui est en train d'être pris aussi par ce centre. C'est ça. Alors, je suis toujours décidé à ce qu'elles ne viennent pas au pouvoir. Non pas simplement pour des questions de principe, c'est déjà beaucoup, mais parce que ce serait destructeur pour notre nation, pour notre pays, pour sa place dans l'Europe. Donc, par rapport à ce combat-là, il faut absolument qu'il y ait une gauche qui écarte LFI, car elle n'a plus vocation à représenter quoi que ce soit comme espérance d'alternance. Quoi, plus vocation ? Ouais, c'est ça. Il essaie de montrer qu'il y a une différence de nature, je pense, depuis la mort de Quentin. Enfin, ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce que là, d'un coup... Je pense pour lui depuis bien avant, tu vois. Mais là, il dit, voilà, c'est bon, maintenant, c'est des gens qui sont là pour bordéliser, qui sont là pour... Voilà. Mais c'est pas sérieux, tu vois. Il va dire, c'est l'extrême gauche, quoi. C'est des gens... Ils sont idéalistes, ils sont souvent violents, voilà. Et il dit la phrase, il dit l'alternance, tu vois. Nous, on dit tout le temps, faut pas être l'alternance, faut être l'alternative. Et là, du coup, il va essayer de capter du bloc bourgeois, du haut dans le graphique, là, du classe intermédiaire, etc., qui se considère de gauche, mais qui ne veut pas trop de transformation sociale, quoi. Il faut s'élargir autant que possible pour offrir cette possibilité au pays d'avoir un avenir qui puisse être raisonnable et clair. LFI classé à l'extrême gauche par le ministère de l'Intérieur, ça vous paraît donc assez raccord avec la lecture que vous en faites? S'il fallait faire la démonstration, elle est faite. Qu'est-ce que c'est qu'un mouvement d'extrême gauche? C'est un mouvement qui entretient en son sein des groupes qui font autre chose que de la participation au scrutin. Ouais. Et là, il est en train de dire ça. Et en vrai, Mélenchon, je sais pas si ça pensait à dépasser ce qu'il voulait dire, mais tu sais, il a dit qu'il était allé aux universités d'été de la Jeune Garde. Mais il a dit aussi à un moment donné qu'ils font partie, je crois, intégrante de notre mouvement ou quelque chose comme ça. Et lui, il dit, du coup, ils ont à l'intérieur de leur parti une organisation qu'entretient autre chose que du combat électoral, tu vois. Ouais, c'est ça, et c'est vrai que c'est la définition de l'extrême gauche, comme si la Jeune Garde faisait partie du mouvement insoumis en tant que tel. Et c'est pour ça que nous on parle de division du travail militant. Il ne faudrait pas se laisser piéger dans cette chose-là. Vous pouvez dire, comme Mélenchon, que vous allez aux universités d'été de la Jeune Garde, que vous respectez leur travail, tout en disant que c'est indépendant de ce que vous faites. Tout comme les insoumis, ils vont aux universités d'été du NPA, par exemple. Ils peuvent aller aux universités d'été de plein de partis dont ils ne font pas forcément partie, tu vois. Et ça, c'est quelque chose, je pense, où il va falloir faire gaffe, parce que sinon, ils vont se faire enfermer dans le truc en mode vous avez des moyens illégaux et des moyens légaux de lutte, donc vous êtes l'extrême gauche, quelle est la définition. C'est ça, et du coup tu te fais, voilà, tu as envie de soutenir, et c'est indispensable, nous on le dit, il faut soutenir le mouvement antifasciste, si vous aimez ça, si vous vous sentez de faire ça, si vous voulez participer à ça, il n'y a pas de problème. Nous on a toujours soutenu, on a soutenu les tribunes, on a fait des pétitions, on a reçu Jamie Oldas, etc. quand il y a eu aussi les dissolutions, on continuera, voilà. La problématique c'est justement la façon dont on utilise la porosité entre ça pour justement mettre sur le même plan la France Insoumise et la Jeune Garde. Et ça, c'est une technique
de diffusion, une espèce de contamination. L'AFI serait violente parce qu'ils ont des éléments violents qui font de la bagarre de rue, etc. C'est ça la clé. On marche sur des œufs là, c'est normal. La conquête du pouvoir, surtout quand on est frontal et oppositionnel, ça va être très compliqué. On marche sur des œufs, effectivement, il va falloir en sortir. Et l'AFI doit tenir un discours, elle doit dire, nous sommes, on l'a dit dans les autres capsules, le seul véritable moyen d'en finir avec le fascisme. Nous sommes des antifascistes. Et la violence même. Et la violence de fond. Pourquoi ? Parce que le fascisme naît de la crise du mode de production et naît de la gouvernance de ce mode de production par les gens qui ne veulent pas en sortir. Et ça va de Hollande à l'extrême droite. Et tant qu'il y aura ça, il y aura de la pénurie, il y aura de la violence et il y aura des milices fascistes. Et il y aura les fascistes aux portes du pouvoir. Et le seul moyen de tuer le serpent, et non pas de le cornériser, de l'empêcher de se déplacer, etc., mais de le décapiter réellement, c'est d'arriver au pouvoir et de gérer la société de manière différente, beaucoup plus socialisante, beaucoup plus égalitaire. C'est ça que l'AFI doit tenir. Le reste, chacun prend ses responsabilités. Ouais. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Sur ce, n'hésitez pas à donner sur notre Tipeee. C'est ce qui nous aide le plus pour financer le montage, le graphisme, les événements. N'hésitez pas aussi à suivre nos autres activités. Vous avez un Linktree en description pour voir tout ça. Allez voir les vidéos qu'on sort sur la chaîne On ne veut plus et aussi sur ma chaîne personnelle. On a sorti récemment un entretien avec Rima Hassan qui est très bon et informatif sur son parcours. Et n'hésitez pas aussi à aller lire notre revue en ligne, Position Revue. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut!